Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Notre partie va être divisée en 2 parties. Une partie qui va être focalisée, pardon, sur les facteurs individuels, mais vous allez très vite voir que les facteurs individuels ne peuvent pas vraiment expliquer l'inaction qu'on est en train de voir, qu'il y a aussi des facteurs qu'on appelle systémiques ou des facteurs collectifs. Donc notre conférence va être divisée en 2 parties. La première partie, c'est les facteurs individuels. La deuxième partie, c'est les facteurs systémiques. Et puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement et quels sont les liens entre ces 2 parties, parce que c'est un peu des vases communicants. Mais avant ça, on va parler d'un modèle assez important qui résume un peu comment est-ce qu'on interagit avec le monde. Donc quand je suis exposé à une information, on peut considérer ça une connaissance. Mais donc une connaissance, c'est pas nécessairement des connaissances genre de culture générale. Ça peut être genre le nom d'une personne que je viens de rencontrer ou une connaissance sur moi-même ou sur ma famille ou etc. Quasiment rien ne reste à l'état de connaissance. Une connaissance est très 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 vite intégrée dans ce qu'on appelle le modèle de croyance. On a tous dans notre cerveau des sortes de représentations du monde, comment fonctionne votre couple, votre célibat, la réforme de retraite, la ville de Grenoble, les TGV, etc. Vous avez des modèles sur tout, toutes les choses avec lesquelles vous avez déjà interagi dans votre vie. Donc vous allez intégrer ces connaissances dans votre modèle de croyance. Une croyance sur laquelle vous voulez agir se transforme en intention. Et une intention que vous voulez manifester dans le monde réel s'appelle une action. Évidemment, il y a plein de pièges qui peuvent se loger à ces différentes étapes de cette échelle, de ce schéma hyper simplifié. Vous pouvez être exposé à de fausses connaissances, ce qu'on appelle par exemple les fake news. Je fais partie du comité d'experts de l'ARCOM, anciennement le CSA, pour la lutte contre la désinformation en ligne, parce que si je suis exposé à de fausses connaissances, ben, tout le reste va un peu payer le prix. Je peux avoir de très bonnes connaissances, mais à partir de bonnes connaissances, avoir une fausse croyance. Par exemple, il y a des erreurs de logique. Quand je donne des conférences sur ce qu'on appelle le raisonnement critique en école, je vais dire par exemple aux enfants, genre le soleil se lève et le coq chante, et donc c'est le coq qui fait que le soleil se lève. La connaissance est vraie, oui le coq a chanté, oui le soleil se levait, mais la manière dont j'ai intégré mes connaissances ensemble fait une fausse croyance, c'est pas le coq qui fait lever le soleil. Je peux avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, mais pas l'intention d'agir dessus, comme l'exemple qu'on a vu avec la cigarette. Je peux avoir la croyance que je ne veux pas mourir, le comportement que je fume, et ne pas avoir l'intention d'arrêter de fumer parce que je peux rationaliser, me dire on va tous mourir un jour, de toute façon c'est pas très important, etc. Et enfin, on peut avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, l'intention d'agir et pas réussir à passer à l'action. Entre l'intention et l'action, on a un concept très important quand on travaille sur les sciences du climat avec l'approche des sciences comportementales qui s'appelle en anglais le intention action gap, ce qu'on peut traduire en français par le trou intention action. C'est littéralement le trou qui existe entre le moment où j'ai une intention et le moment où je peux le manifester en action. Une forme de trop intention-action que vous connaissez tous, c'est par exemple la procrastination. La procrastination est une forme de trop intention-action. Genre, je vais me mettre au régime, je le fais pas. Je vais me mettre au sport, je le fais pas. Je vais faire la vaisselle juste après avoir fini de manger et je le fais pas. Tout ça, c'est des formes de trop intention-action. Et avec le climat, c'est plus un trou, c'est genre un fossé intersidéral. On a des intentions très très fortes déclarées de la part de quasiment tous les acteurs de la société. Si j'arrête des citoyens dans la rue et je leur demande est-ce que c'est important, on me dit oui. Si j'entends les entreprises, vous, tout le monde dit ah ouais, il faut qu'on fasse des trucs pour le climat, on va même faire une convention des entreprises pour le climat. Le gouvernement à fond, on est à la COP 258 000, des Grenelles, des machins, etc. Et il faut accepter un peu la réalité, c'est que quand on regarde les actions par rapport à ces intentions hyper fortes, ça fait un peu pchit. On va pas se mentir, on ne fait pas vraiment grand-chose. Et donc c'est intéressant de questionner pourquoi est-ce que ce intention action gap est si grand. Est-ce que c'est juste des intentions de mauvaise foi ou pas? Pour aujourd'hui, on va être bienveillant et considérer que c'est pas de la mauvaise foi, qu'il y a autre chose qui est en train d'agrandir ce trop intention-action, même si genre, je retiendrai l'hypothèse de mauvaise foi, c'est juste qu'on va pas en parler aujourd'hui, je pense qu'elle peut expliquer pas mal de choses. Mais on va laisser le Albert cynique de côté, on va prendre l'Albert bienveillant pour le reste de la conférence. Il peut surgir à un moment, mais pour le moment, on va le cacher un peu. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi ce intention action gap est si grand? Je suis hyper stressé par le timer qui est pas digital, qui est une sorte de cercle rouge qui est en train de devenir de plus en plus petit. Euh, je sais pas si je peux le porter. Genre, il ressemble à ça. Et le rouge est en train de devenir de plus en plus petit. Et hop, maintenant je vais l'agrandir sans que personne ne le réalise. Euh, et donc, on va commencer par le facteur individuel. Et c'est les facteurs, je vous le dis dès le début, c'est les facteurs qui peuvent le moins expliquer ce qu'on voit. Genre, il y a très très peu de chances
qu'on résolve la crise climatique par des initiatives individuelles, genre en éteignant l'interrupteur à la maison, en fermant le robinet, en se brossant les dents, etc. Ça ne veut pas dire que ces trucs ne sont pas importants. Je vais vous expliquer pourquoi ces trucs sont importants dans quelques minutes, mais juste sachez qu'on ne va pas résoudre le problème avec ça. Mais c'est important de parler de l'individu parce que l'individu est un peu la brique de base du groupe. Et donc si on néglige l'individu, on aura plein d'autres problèmes après. Même si idéalement on veut que nos actions soient collectives. Et donc qu'est-ce qui pourrait expliquer l'inaction déjà individuelle? Il y a plusieurs facteurs. Le niveau zéro, on va monter un peu en complexité au fil des facteurs. Le facteur niveau zéro, c'est un peu nos habitudes. J'ai des habitudes. On ne va pas passer beaucoup de temps sur les habitudes parce que c'est vraiment hyper intuitif, en l'occurrence, et très simple. Je suis habitué à faire des choses. Je suis né dans un monde où il y a des habitudes qui existent déjà. Et donc, en général, ce que je suis habitué à faire, je continue à le faire. Euh, et donc, vu que c'est nos habitudes qui nous ont menés où on est, les habitudes qu'on a sont mauvaises. Et donc, c'est difficile de les changer. On reviendra un peu sur ces habitudes quand on parlera de groupe. Mais c'est important de savoir que mes coutumes m'incitent à les maintenir. Mais encore une fois, c'est peut-être le facteur numéro zéro du truc, donc on va essayer d'être un peu plus intéressant. Et on va parler d'un autre facteur qui, lui, explique beaucoup plus de choses que juste nos habitudes. Et ce facteur s'appelle l'impuissance acquise. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans cette salle qui connaissent les expériences sur l'impuissance acquise, mais je vais vous raconter cette expérience et après vous verrez la diapo d'après. Donc l'impuissance acquise, c'est un facteur qui a été découvert dans les années 60, rien à voir avec le climat à l'époque, dans des expériences qui à la base étaient sur des animaux. Donc, je vais vous raconter c'est quoi l'expérience et après vous verrez comment ça se répercute sur les humains. Donc c'est des expériences qui à la base ont été faites sur des chiens. C'est des expériences horribles. Okay, il n'y avait pas vraiment de comité d'éthique dans les années 60, où ils s'en foutaient. Je n'ai pas encore trouver la bonne explication. Mais en gros, ils vont prendre 2 cages et mettre un chien dans chaque cage. Les 2 cages sont identiques visuellement. Vous allez voir que fonctionnellement, elles sont un peu différentes. Donc dans ces cages, il y a une ampoule de lumière, il y a un levier. Et ce que les chiens ne savent pas, c'est que le sol des cages est électrifié. On peut délivrer des chocs électriques, qu'on appelle des chocs électriques aversifs. Donc ils sont assez forts pour que le chien veuille les éviter, mais pas trop forts, parce qu'on ne peut pas continuer l'expérience. Euh, C'est horrible, je vous ai dit, c'est horrible. Euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est une sorte de conditionnement pavlovien, vraiment un conditionnement basique. Quand la lumière baisse, est-ce que je vous ai dit qu'il y a aussi un levier dans la cage? Ok. Quand la lumière baisse, ça annonce un choc électrique. Les chiens se font électrocuter, genre électrifier, je ne sais pas le verbe que vous voulez utiliser. Et donc ils se disent merde, on est en train de faire électrocuter, mais tiens, il y a un levier dans cette cage, on va aller voir ce que fait ce levier. Et si on appelle le chien de la cage 1, genre le chien A, et le deuxième le chien B, quand le chien A appuie sur le levier, le courant électrique s'arrête. Genre, ça arrête le choc électrique. Quand le chien B fait la même chose, il ne se passe rien. Il continue à se faire électrocuter jusqu'à ce que l'expérimentateur arrête le choc électrique. On va faire ça plein de fois et au bout d'un moment, les chiens vont apprendre en fait qu'à chaque fois que la lumière baisse, ils vont se faire électrocuter. Donc le chien A, dès que la lumière baisse, il sait qu'il doit se ruer sur le levier, l'appuyer pour éviter de se faire électrocuter. Et le chien B sait qu'il ne peut rien faire. Donc à chaque fois que la lumière baisse, il se couche et il pleure et il attend que ça passe. Il est résigné, il est dans un état qu'on appelle d'impuissance adaptative. Il ne peut rien faire et donc c'est inutile qu'il court un peu en rond dans la cage et c'est très cohérent, voire rationnel de se coucher et d'attendre que ça passe. Donc ça c'est la phase 1 de l'expérience. Dans la phase, donc c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Dans la phase 2 de l'expérience, ce qu'on appelle la phase expérimentale, on va déplacer les chiens dans une autre cage. Donc cette autre cage ressemble quasiment de manière identique à la première, à une différence près. Le levier, imaginez qu'il était là, il n'y est plus. Donc là, il y a un mur et là, il y a un mur. Et au milieu de la cage est soudainement apparu une petite planche en bois qui sépare la cage en deux. Et ce que les chiens ne savent pas, c'est que cette moitié de la cage est maintenant électrifiée et cette moitié de la cage ne l'est pas. Et donc ça, c'est le chien A. Et ce qui va se passer, je vais vous raconter aussi, genre quand la lumière baisse, ça annonce un choc. Le chien voit la lumière qui est en train de se baisser. Il se dit, merde, je vais me faire électrocuter. Mais double merde, j'ai pas de levier. Qu'est-ce que je vais faire? Mais le chien A a une croyance dans sa tête que lui, il peut éviter le facteur choc électrique, parce qu'il a réussi à l'éviter.
dans la phase d'apprentissage. Et donc il part en exploration, et quand il part en exploration, il traverse à l'autre moitié de la cage, et là il réalise qu'en fait là il n'y a pas d'électricité. Et donc à partir de ce moment-là, à chaque fois que la lumière baisse, le chien A, il va de l'autre côté de la cage, et quand la lumière redevient normale, il sait qu'il peut aller un peu partout dans la cage. J'imagine que vous savez où je veux en venir. Le chien B, quand on le prend, on le met dans cette cage. Donc le chien B n'a aucun problème moteur. Genre c'est un chien normal, il peut courir, il peut aller chercher la balle, il est complètement normal. On le prend, on le met dans cette moitié de la cage, la lumière baisse, ça annonce un choc électrique. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas, il se couche et il pleure. Il a la capacité de faire quelque chose, mais le fait qu'il a une croyance que lui, il ne peut pas agir sur le facteur électrique fait qu'il n'essaye même plus d'agir.